déposer le projet de loi numéro 23, loi permettant d'assurer l'agrandissement du parc national du Mont-Offord et de vendre par appel d'offres au privé les terrains convoités. Que parce que le premier ministre a décidé, quoi qu'il en coûte, d'aller de l'avant, de foncer tête baissée, en faisant fi de tous les avis, en faisant fi de sa propre parole. On ne peut pas tout simplement permettre à un gouvernement, selon les humeurs du moment, en fonction des intérêts des uns et des autres, de dire, bien, ce bout de territoire-là, tout d'un coup, qui était protégé, on va décider qu'on ne le protège plus. Si dans les conditions d'embauche du député de Kamouraska-Témiscouata, il y avait la vente du Mont-Offord. C'est une solution d'un gouvernement responsable qui a à cœur les intérêts de la région de Magog-Offord et qui va continuer de défendre ce projet-là parce que c'est le meilleur projet et la meilleure solution. L'avis juridique que j'avais, puis ma propre analyse juridique, m'amenait à conclure qu'on n'avait pas le droit de le faire, et moi, j'ai refusé de le faire. Mais ça m'a coûté ma job. J'étais convoqué au bureau du premier ministre pour m'annoncer qu'on voulait me tasser. On m'offrait un autre ministère, mais qui était en fait une coquille vide. Il savait, et moi je savais. Il ne pensait pas que j'allais démissionner. C'est plutôt rare que quelqu'un jette les clés de la limousine sur la table. Thomas Mulcair, à titre de député libéral de Chaumédé, suit tout de même de près la suite des choses. Lui et son collègue Pierre Paradis, l'autre voix dissonante au sein des libéraux, assistent à la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 23. Le député est là pour prendre le message de sa population et de l'amener à Québec, non pas prendre le Québec et tenter de le rentrer dans la gorge de ses électeurs. Les deux hommes partagent aussi des doutes sur l'interprétation des chiffres fournis à huis clos par le promoteur. Est-ce que vous étiez convaincu, vous, que la station de ski était déficitaire? Non, loin de là. Et les chiffres, à notre point de vue, puis je travaillais beaucoup avec le député alors, Pierre Paradis, on était loin d'être convaincus que c'était un argument massue. Ça dépend ce que vous considérez dans les chiffres. Moi, j'ai toujours cru que l'argument financier est un prétexte à développer et à privatiser. Selon vous, avez-vous convaincu les députés de la réalité de vos chiffres, la réalité de votre situation financière? Moi, je peux vous dire qu'il y avait zéro que j'ai remis qui n'a pas été confirmé comme vrai. Donc, tout ce qui est déficit accumulé... C'est 100% à la scène près vrai. En 2 jours, partisans et opposants au projet déposent leurs chiffres, leurs mémoires. L'opposition des citoyens était tellement forte qu'en 30 jours, on a ramassé 86 000 signatures sur une pétition en ligne que Hubert avait. Il faut arrêter de penser que c'est moi qui va être le futur propriétaire. Il y a un appel d'offres et ça va être le plus offrant qui va l'avoir. Puis aujourd'hui, qui ce sera, je ne peux pas répondre à ça. Monsieur L'Espérance, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on vende la montagne? Je n'ai pas d'opinion sur ça. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est de reculer, de ne pas déposer le projet de loi et de mettre sur pied une table de concertation et on va s'asseoir à cette table-là et on va arriver avec des pistes de solutions. Le gouvernement ne recule pas. C'est sous le bâillon que se fait l'adoption de la loi 23 en pleine nuit, le 12 juin 2006. Le parc du Mont-Offord sera agrandi, mais 459 hectares seront aussi retirés et vendus. Ce qui m'a fait le plus mal, il y avait 2 considérants, maintenant il est décédé, c'est mon ami Claude Béchard qui va annoncer le dépôt de la loi. J'ai eu un appel dans l'auto et puis c'était son chef de cabinet qui avait travaillé pour moi dans l'opposition qui me disait « Claude, dépose une loi dans quelques minutes ». Et c'est dur la politique. Majoritaire, les députés libéraux présents ont voté en faveur. Thomas Mulcair est absent au moment du vote, mais le député de Brome-Missisquoi maintient son opposition. Pierre Paradis a voté contre. Il a défié la sacro-sainte ligne de parti. Je n'aurais pas pu me regarder dans le miroir si j'avais posé un autre geste. Mais ça prend une bonne carapace. Est-ce que vous subissiez des pressions? Les pressions sont toujours... Il faut être prudent quand on répond à cette question-là parce que la loi de l'Assemblée nationale prévoit que vous ne pouvez pas faire pression sur un député pour son vote. C'est toujours indirect. C'est dans le climat.
Les tensions sont palpables dans les corridors du Parlement. Je vous dis carrément et directement que je vais rencontrer M. Paradis et je vais discuter avec lui de choses très précises. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore sa place dans le caucus, M. Paradis, à l'heure où on se parle? Pour moi, oui. Je me suis jamais senti isolé. Je sentais que c'était pas un dossier qui était emporté par un enthousiasme épouvantable. Il y avait d'autres députés qui se posaient des questions également, et des ministres également. On ne sait rien sur les raisons qui amènent le gouvernement à agir avec autant de précipitation. Pas évidemment, les véritables raisons, on les connaît pas encore, puis on les connaîtra peut-être jamais, mais très clairement, je pense qu'on peut parler d'apparence de conflit d'intérêts. Et ça, on s'est jamais gêné pour le dire. Maintenant, la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'il y avait conflit d'intérêts, bien, ça, on n'a jamais été capable de mettre la main dessus. La seule explication, je crois, c'est que c'était un gouvernement qui voulait peut-être venir en aide aux amis du régime, des gens qui avaient aidé à Jean Charest de devenir chef du Parti libéral du Québec. Ça appartient à Morford Inc. Derrière Morford Inc., qui veut construire les condos dans le parc, se trouve aussi une compagnie à numéro. Une compagnie présidée par Paul Gobeil, un ex-ministre libéral sous le gouvernement de Robert Bourassa en 1985. Après un saut de 4 ans en politique, il siège ensuite au conseil d'administration de différentes grandes entreprises. Jean Charest! En 1998, lorsque Jean Charest quitte les conservateurs et se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Québec, il a l'appui de Paul Gobeil. Je veux vous présenter le président du comité de financement. Il ne faut pas le fuir, au contraire. Bien connu au Québec, Paul Gobeil. Le lien politique est indéniable. Le 9 juin 2006, le journaliste du Globe and Mail à Québec, Réal Séguin, en rajoute. Selon les documents qu'il a obtenus, il constate que Paul Gobeil, après l'élection de Jean Charest comme premier ministre en 2003, augmente considérablement ses parts dans la compagnie qui convoite les terrains du Parc national. Selon l'article, Paul Gobeil détient alors la majorité des actions de Morford Inc. C'est là peut-être le gros du problème avec toute l'opération de privatisation du Morford. C'était trop proche de M. Charest personnellement et de ses intérêts, et des intérêts personnels de gens qui l'entouraient. L'opposition en Chambre tape sur le clou. L'impression de proximité inquiétante et malsaine qui existe entre le premier ministre et son entourage et les promoteurs de la vente du Mont-Offord. Il n'y a jamais eu de proximité entre moi et les promoteurs d'un projet au Mont-Offord. Jamais. J'ai pas jamais discuté du dossier du Mont-Offord avec M. Gobeil. Ça fait plusieurs années que j'ai pas eu de contact avec M. Gobeil. Mais c'était pour M. Charest un dossier important, c'est sûr. J'ai des collègues qui faisaient des fortes pressions parce que c'était leur monde, c'était les gens de qui ils étaient proches dans leur région. Ouais. Jean Charest, aussi député de Sherbrooke à l'époque, n'a pas voulu participer à ce reportage. Ses collègues libéraux de la région de l'Estrie, la députée de Saint-François et alors vice-première ministre Monique Gagnon-Tremblay, a refusé notre invitation, de même que le député d'Offord, Pierre Reid. Il y aura des élections générales au Québec le 26 mars prochain. La lutte pour l'intégrité du Parc national du Mont-Offord s'invite donc dans la campagne électorale de 2007. Je pense que c'est le dossier qui a amené l'opinion publique à avoir des doutes, de sérieuses réserves par rapport à l'intégrité du gouvernement libéral à cette époque-là. La popularité du Parti libéral est en chute. Un espoir pour les opposants. Je demande aux Québécois un mandat fort. La campagne électorale est lancée en plein hiver. Les Québécois iront voter le 26 mars 2007. Le Parti québécois fait du dossier du Mont-Offord un des points importants de sa plateforme électorale et s'engage à abroger la loi 23. C'est un parti québécois au pouvoir qui va réparer la situation. Puis il y a assez de compétences, d'intelligence puis de savoir-faire ici dans la région pour qu'on puisse penser un projet de développement intelligent
respectueux de la présence du parc national. M. Boisclair arrive derrière ça et dit aux gens de la région, tassez-vous, c'est le Parti québécois qui a la réponse à tout ça. Je m'en pérille 1000 emplois. Je m'en fous, ça va être la solution du PQ. La coalition SOS Parc Offord espère que l'avenir de la montagne devienne un enjeu crucial de la campagne. Ça ne peut pas faire autrement que d'influencer le vote. Alors les citoyens vont devoir se poser la question, est-ce que de vendre un parc national, ça dessert le bien public ou le bien privé? À 22h05 37 secondes, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que le prochain gouvernement minoritaire du Québec sera formé par le Parti libéral. Il faut reconnaître qu'ils ont rendu un jugement sévère. Les électeurs ont reporté les libéraux au pouvoir, mais leur majorité a fondu comme neige au soleil. Dans les circonscriptions autour du Mont-Offord, même scénario. Les députés libéraux sont réélus, quoique les résultats sont nettement plus serrés qu'en 2003. Parmi les messages que je retiens, c'est qu'il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut que notre approche puisse correspondre à ce que les gens de différentes régions du Québec espèrent de la part du gouvernement du Québec. Le Parti libéral, avec ses 48 députés, devra aussi composer avec ses adversaires. L'Action démocratique du Québec, qui a mené une campagne axée sur la question des accommodements raisonnables, fait une percée historique et devient l'opposition officielle avec 41 sièges. Le Parti québécois en récolte 36. M. Charest, vous devez être à l'écoute de la population et vous devez accepter, comme un grand chef d'État, accepter de dire publiquement que oui, ce dossier-là n'a pas été bien mené, les gens le refusent. Il faut reculer, il faut accepter le verdict de la population. On était dans un contexte de gouvernement minoritaire, donc il fallait trouver une solution qui pouvait plaire à tout le monde. Alors, c'est ce qu'on s'est attelé à faire. François Crête arrive dans l'épineux dossier du Mont-Offord. Il est le directeur de cabinet de la nouvelle ministre de l'Environnement, Lynne Beauchamp. Elle remplace Claude Béchard, qui se voit confier d'autres fonctions. Je pense pas que M. Charest avait ça en tête de dire ça prend du sang neuf pour régler ce problème-là. Je pense que c'était simplement que nous, ça faisait 4 ans qu'on était au ministère de la Culture, donc il a décidé de faire un remaniement à l'intérieur de ses troupes. C'est un peu normal quand tu sors d'une élection. Vous savez, le dossier du Mont-Offord, c'était un dossier parmi des centaines d'autres au ministère de l'Environnement. Ça avait été un sujet quand même d'actualité tout au long de l'élection et tout ça. Donc le dossier était bien chaud à l'époque où je suis arrivé. Les partis d'opposition préparent la rentrée parlementaire du 8 mai. Le PQ parle d'abroger la loi 23, l'ADQ de bloquer la vente des terrains. Dès qu'on aura la possibilité de le faire, on va déposer une motion pour être sûr d'arrêter ou de déposer une motion de moratoire pour arrêter l'appel d'offres. Mais la journée avant la reprise des travaux parlementaires, la ministre libérale Lynne Beauchamp met fin prématurément au processus de vente. Donc, ce matin, j'ai mis fin à l'actuel appel d'offres public. Elle confirme que le gouvernement n'a reçu aucune proposition. Il y avait un climat d'incertitude politique autour de ce dossier, notamment, bien sûr, avec l'élection d'un gouvernement minoritaire et les prises de position des deux partis d'opposition à l'Assemblée nationale. La ministre Beauchamp confie la gestion du ski et du golf à la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, un organisme gouvernemental. Elle annonce la fin du bail qui lie le gouvernement à Mont-Offord Inc. et André L'Espérance. Québec devra débourser plus de 13 millions de dollars en compensation à la compagnie. J'ai eu des discussions avec la ministre de l'Environnement, Lynne Beauchamp, qui, je pense, à son âme et conscience, a décidé de remettre la pâte à dents dans le tube. Je ne sais pas où elle a pris la recette, mais elle l'a fait doucement. Elle l'a fait politiquement correctement. Les libéraux de Jean Charest renoncent finalement à privatiser les terrains du Parc national. Les élus de la région auront 2 ans pour proposer un plan de relance du centre de ski et du terrain de golf. Un défi qu'ils acceptent. C'est ensemble qu'on va réussir à trouver le vrai projet. On a ici un petit paradis pour le ski. Puis je voudrais pas que ça soit tremblant. Rendu que la montagne, il faut qu'elle fonctionne. Parce que c'est important pour l'économie dans la région. Si on fait de ferme, là, ça va être catastrophique.